Il y a 2 personnes que j'ai toujours associées à l'hypersensibilité dans ma vie et qui m'ont particulièrement marquée. D'abord, il y avait Florence, ma prof de théâtre quand j'étais à l'école primaire. Pour moi, c'était quelqu'un de très libre, de très joyeux, qui aimait son métier, qui aimait le jeu, qui aimait les enfants. J'adorais aller à ses cours. Mais je me souviens l'avoir vue plusieurs fois pleurer après certaines séances. Parce qu'elle était émue par la performance d'un ou d'une de mes camarades, ou qu'elle avait été agacée par un parent d'élève. Et je me suis dit plusieurs fois, alors même que j'étais très jeune, qu'elle me semblait différente, plus fragile. Et que nous, ses élèves, nos parents, ses collègues, nous n'étions pas en phase avec cette grande sensibilité qu'elle avait. Et je me rappelle vraiment que j'avais peur pour elle. J'avais peur qu'on lui fasse du mal, et j'avais de la peine, justement à cause de ce décalage. La deuxième personne qui m'a aussi marquée par son hypersensibilité, c'est une ancienne collègue de travail. Je l'ai vue pleurer en plein open space, agacée par le comportement injuste et froid d'un chef envers elle. Je l'ai vue défendre des collègues et être très en colère de ne pas se sentir écoutée. Est-ce que c'est ça, être hypersensible ? Est-ce que c'est avoir une empathie extrême, avoir du mal à réfréner ses émotions ? Est-ce que les gens hypersensibles sont des susceptibles qui ne savent pas se tenir en société ? Ou est-ce que ce sont des personnes plus humaines que les autres, dans un monde qui ne l'est pas assez ? Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotions. Alors pour moi, être hypersensible, c'est ressentir toutes les émotions très fort. Donc quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse. Audrey a 34 ans et elle a pris conscience de cette hypersensibilité en exerçant son métier. C'est aussi tout ce qui est sensoriel, comme quelqu'un qui mange, par exemple, à côté de moi. S'il fait trop de bruit, tout de suite, ça me met vraiment en colère. Ça m'énerve, je ne supporte pas ça. Ça peut être aussi les lumières vives. Quand c'est très fort, ça me donne mal à la tête, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Voilà, nos sens sont plus forts aussi. Alors après, on se moque encore de moi, des fois un peu aujourd'hui, parce que je peux pleurer devant un clip. Donc mon mari et mon fils se moquent de moi parce qu'ils disent: «Ah ça y est, maman elle pleure encore, faut arrêter» et cetera, mais en rigolant. Mais il y a quelques années, c'était pas vraiment compris. Grâce à la photographie, Audrey a en effet mis le doigt sur son empathie, qui est selon elle plus élevée que la moyenne. J'ai fait une formation, qui a été assez, révélatrice pour moi, pour le coup, parce que c'était une formation qui était centrée sur soi, justement. Donc c'était une formation photo, mais qui était vraiment ciblée sur, nos besoins à nous en tant que photographes. Quel client on a envie d'avoir, quelle photographie on a envie de faire, pourquoi on fait de la photographie, quelle est notre vision, et cetera. Donc c'était vraiment très, très personnel. Et durant cette formation, il y a eu un petit shooting photo avec des gens. Je pense que je me souviendrai toujours de ce moment-là, puisque, c'était mon tour. J'étais très, très stressée puisque je ne savais absolument pas quelle photo j'allais faire, ce que je voulais faire. J'étais complètement, perdue et en fait, je me suis rapprochée du couple et à ce moment-là, ils étaient en train de s'embrasser et je me suis rapprochée d'eux et j'ai tourné autour d'eux. J'ai pris des photos de ce moment-là et en prenant ces photos, je me disais: «Voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Moi, je veux être proche de mes photographiés. Je veux qu'il y ait du sens, mais du, sensoriel. Je veux retranscrire ça. Je veux retranscrire les émotions et les sens». Un jour, alors qu'elle faisait un partenariat avec une association, Audrey accepte de photographier bénévolement les clients d'un salon de coiffure solidaire. Vraiment, c'était très, très rapide. Je devais passer genre 5 minutes, avec la personne à la photographier et à ce moment-là, je me posais pas trop de questions. En fait, je faisais un portrait et point barre. Pendant cette séance, elle rencontre un client du salon, Laurent, qui vient se faire prendre en photo.
Voilà, je lui ai vraiment dit de s'asseoir. Il était un peu, tendu comme n'importe quelle personne qui va se faire photographier et je lui ai dit tout simplement: «Mais il y a pas de souci, vous installez-vous, je vais juste faire un portrait, regardez-moi». Je Et voilà, j'ai pris la photo à ce moment-là et ensuite c'était terminé, il est reparti. Quelques jours plus tard, Audrey apporte les tirages des portraits qu'elle a réalisés. Le gérant du salon de coiffure les accroche sur les murs de son local. Les clients viennent, les jours suivants, voir les portraits photos exposés. Et peu de temps après, Audrey est contactée sur les réseaux sociaux par Laurent. Il lui écrit pour lui dire qu'il a été bouleversé par le portrait qu'elle a pris de lui. C'était la première fois pour lui qu'il s'aimait en photo et ça a été un déclic, je pense, chez lui et pour lui, c'était, comme si j'avais photographié son âme. C'est souvent comme ça qu'il me dit les choses. Audrey et Laurent font connaissance et continuent à échanger sur les réseaux sociaux, jusqu'à nouer un lien assez privilégié. Suffisamment en tout cas pour que Laurent, qui était alors sur le point de se marier, demande à Audrey d'être la photographe de son mariage. Et du coup, il y a un moment pendant la cérémonie, il y a l'échange des alliances et à ce moment-là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais alors, ils se sont pris dans les bras et tout le long de la chanson, ils se sont pas quittés. Et moi, je tournais autour d'eux pour photographier ce moment-là et j'ai été, complètement submergée, d'émotions. Je pleurais avec eux parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu, alors je sais pas, une énergie ou en tout cas ce moment dégageait, tellement d'émotions que moi j'ai été complètement absorbée par ce moment-là aussi et il en est ressorti une photo, principalement, qui pareil, moi, me touche complètement en plein cœur et qui leur a aussi, beaucoup plu et qui a plu aussi sur les réseaux sociaux. Quelques jours après la cérémonie, Audrey travaille au traitement des photos qu'elle a prises lors du mariage. Je me suis complètement replongée dans l'état d'esprit du mariage, où là, vraiment les émotions étaient omniprésentes. C'est, des émotions, alors des larmes, hein, de joie, mais aussi des rires, enfin voilà, plein, plein de choses. Donc très, très vite, je me suis replongée dans cette ambiance-là. Donc j'ai très souvent des frissons, j'ai très souvent les larmes aux yeux. Même en traitant les images, j'ai besoin de faire des pauses. Des fois à me dire: «Ouh là, bon, c'est vrai que là, ce moment, c'était très fort», et j'ai besoin de m'arrêter de les traiter pour me dire: «Attends, là, t'es plus dedans, tu le moment, il est passé. Là, tu es juste en train de traiter leurs images». Pour en savoir plus sur cette sensibilité aiguë que ressent Audrey, je suis allée chez Saverio Tomasella. Il est psychanalyste et docteur en sciences humaines. Et il est spécialisé dans la question de l'hypersensibilité. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Merci d'être venu me chercher. Avec grand plaisir, merci de venir jusqu'ici. Saverio Tomasella m'a expliqué comment il qualifiait ce phénomène de l'hypersensibilité, dont on continue de découvrir les caractéristiques et les implications aujourd'hui. Pour moi, l'hypersensibilité ou la sensibilité élevée, c'est une sensibilité plus intense et plus variée que la moyenne. Donc ça, c'est ma définition, qui est une définition très large. Il se trouve qu'aux États-Unis, il y a une personne qui fait des recherches aussi depuis longtemps sur la sensibilité élevée, qui s'appelle Hélène Aron, et elle a une définition un peu plus stricte. Elle le définit comme une surefficience cérébrale, c'est-à-dire une hyperactivité cérébrale liée à la sensibilité. Par rapport à ce qu'elle dit, ça concerne 20% de la population. Comme ma définition est un peu plus large, c'est vrai que moi, j'arrive à des chiffres comme 30%, à peu près un tiers de la population, ce qui est important parce que il y a des personnes qui ne se reconnaissaient pas dans les livres d'Hélène Aron et dans ses études, mais qui ont besoin qu'on parle de leur sensibilité élevée et qu'on la valorise. Effectivement, il y a des personnes qui vont se reconnaître dans le tempérament hautement sensible de façon générale, et d'autres personnes qui sont intéressées par la question de l'hypersensibilité ou de l'ultrasensibilité parce qu'elles le sont à certains moments. Donc, pour Saverio Tomasella, il y a l'hypersensibilité générale et des moments d'hypersensibilité. Tout le monde peut donc être amené à ressentir très fortement des émotions lors de périodes ponctuelles qui sont souvent liées à des changements.
Le cas le plus typique, c'est le syndrome prémenstruel, où de très nombreuses femmes vont se sentir à vif, à fleur de peau, donc hypersensibles, ultrasensibles, pendant quelques jours, une semaine avant leur règle ou au moment de menstruation. Et encore que l'andropause peut provoquer aussi une fragilisation ou une vulnérabilité différente, qui fait que l'homme peut se sentir beaucoup plus sensible qu'il ne l'était avant 50 ans. Donc tout ça, c'est important. Mais il y a aussi les périodes de deuil, il y a les périodes de licenciement, de déménagement, il y a les changements de saison. Il n'y a pas de preuve tangible de l'existence d'un gène de l'hypersensibilité qui pourrait expliquer que certaines personnes aient ce trait de caractère et que d'autres ne l'aient pas. De manière générale, l'hypersensibilité est un sujet de recherche relativement récent. Saverio Tomasella travaille dessus depuis près de 15 ans et il est le premier en Europe à s'être intéressé à cette question. Quelques années avant, en 1996, paraissait aux États-Unis un livre de référence, écrit par la psychologue Hélène Aron, qu'a cité tout à l'heure Saverio Tomasella. The Highly Sensitive Person, traduit en français par le titre « Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité », posait alors les bases de la réflexion autour du sujet. En Europe, effectivement, j'étais le premier et c'était très intéressant parce que je partais sans a priori. Et donc, je me suis mis à faire un travail d'enquête auprès de personnes qui, elles-mêmes, se trouvaient plus sensibles que la moyenne, étaient heureuses de l'être ou au contraire en souffraient. Et ça a donné lieu à une première grande enquête très, très intéressante avec un panorama très vaste de différentes façons d'être hypersensible. Depuis, les travaux sur l'hypersensibilité se sont multipliés et ils ont donné lieu à différentes théories. Saverio Tomasella a la sienne. Moi, je pense que c'est l'histoire de la personne et sa généalogie qui font qu'on devient plus sensible que la moyenne. Donc, les familles qui vont favoriser la sensibilité, ce sont des familles d'artistes, ce sont des familles créatives, alors pas forcément des parents artistes en tant que métier, mais de tempérament artiste, qui vont donc valoriser dès la naissance ou même avant la naissance en parlant au bébé in utero, vont valoriser la sensibilité de l'enfant. Donc ces enfants-là sont poussés à développer leur sensibilité, à l'exprimer, se sentent bien avec, sauf dans certains environnements. Donc les ultrasensibles, oui, ont tendance à aller vers des métiers artistiques parce que très vite, enfants ou adolescents, ils vont sentir que c'est là qu'elles et ils vont s'épanouir, donner le meilleur d'eux-mêmes, etc. Et donc, dans tous les créateurs, alors que ce soit les arts au sens très large, mais ça va être la publicité, ça va être le stylisme, ça va être la couture, ça va être le journalisme, on peut être très créatif en journalisme, etc. Toutes sortes de métiers dans lesquels la créativité est au centre. Et leur créativité va finalement être le moteur d'expression valeureuse, valable et valorisante de leur sensibilité, ce qui fait qu'ils se sentent, et elles se sentent très bien dans leur métier. Et puis à l'inverse, vous avez des familles qui ne sont pas du tout à l'aise avec la sensibilité, avec les émotions, avec les sentiments, avec les intuitions, et qui vont donc demander aux enfants de ne pas exprimer leur sensibilité, ou même qui vont se fâcher par rapport à certains types d'émotions. Il y a des familles qui ne supportent pas la tristesse, d'autres qui ne supportent pas la colère, etc., etc. Ce qui fait qu'une de mes hypothèses pendant longtemps, ça a été que tout le monde naît hypersensible, mais c'est l'éducation, c'est la société qui font que petit à petit, nous nous débrouillons pour nous endurcir, pour devenir moins sensibles et supporter ce monde qui est un monde rude, qui est un monde dur. Et donc, une partie des enfants entre 8 ans et 12 ans réussissent à émousser leur sensibilité et deviennent moyennement sensibles comme le reste de la société, de la population. Et puis, 30% des enfants n'y arrivent pas, ou alors n'ont pas envie, ou alors sont au contraire, comme je le disais au départ, stimulés dans leur sensibilité. Cela resterait hypersensible. Mais je pense que toutes les hypothèses sont intéressantes parce qu'on va mettre encore beaucoup de décennies à comprendre ce qui se passe. Mais comment, par exemple, expliquer la différence de sensibilité des enfants au sein d'une même famille ? Comment comprendre que certains enfants, au sein d'une même fratrie, soient sensibles et d'autres non ? Il y a des différences qui sont liées au moment de la naissance. Il y a des grossesses qui se passent plus ou moins bien, des naissances qui se passent plus ou moins facilement. Il y a des enfants attendus, d'autres moins attendus. Il y a des enfants désirés, d'autres moins désirés ou pas désirés du tout. Des enfants qui correspondent au fantasme, en tout cas à ce que les parents imaginaient avant la naissance et d'autres pas, qui vont donc décevoir leurs parents. Donc tout ça fait que bien sûr, un enfant peut être très différent de ses frères et sœurs. Après, il y a ce qui se passe dans la fratrie.
Après, il y a ce qui se passe aussi à l'école. Suivant les professeurs qu'on a, on peut évoluer de façon très, très différente. Et puis, on a des goûts différents. Si ces goûts sont bien vus dans la famille, on va féliciter l'enfant. S'ils sont mal vus, eh bien, on peut dire à un enfant justement qu'il est caractériel parce qu'on ne l'aide pas à aller dans le sens de sa propre personnalité. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de personnes hypersensibles ou ultrasensibles vivent mal leur grande sensibilité parce qu'on leur a fait beaucoup de reproches en famille et à l'école. Alors que si on leur avait, au contraire, fait des compliments, ils se diraient « c'est super, je suis sensible, c'est merveilleux ». Les personnes hautement sensibles ne souffrent pas du fait d'être sensibles. Elles souffrent du fait d'être rejetées, d'être moquées, d'être dévalorisées, dépréciées, humiliées parfois. Et c'est tout ça qui les avait rendues malheureuses, qui poussait certaines personnes au suicide, d'autres à la dépression. En fait, les personnes hypersensibles ou hautement sensibles, avant d'avoir des informations sur leur tempérament, sur leur particularité, elles pensaient qu'elles étaient inadaptées et inadaptables. C'est-à-dire, non, ce monde n'est pas fait pour moi, j'ai l'impression de venir de Mars ou de la Lune, et j'ai l'impression de ne pas être fait pour... ou je ne suis pas né à la bonne époque. C'est ce que m'a rapporté Dora Moutot, la collègue dont je vous parlais en début d'épisode. Vous vous souvenez ? Celle qui m'avait elle aussi marquée par son hypersensibilité. Je me suis pas du tout rendu compte rapidement que j'étais hypersensible parce que la sensibilité que j'ai, je pensais que tout le monde était comme ça en fait. Et je me suis rendu compte au fil du temps et des années que les gens pensaient que j'avais des réactions extrêmement extrêmes dans la vie. Et à ce moment-là, je me suis dit mais comment ça les gens ressentent pas la même chose ? Enfin, les gens sont pas révoltés comme moi, les gens ont pas de la peine comme moi, les gens vivent pas les choses de façon si intense. Et ça a été un grand questionnement de me dire mais je me sens un peu décalée, un peu alien, à vivre les choses extrêmement bien, avec un bonheur extrêmement intense et en même temps parfois des tristesses et des colères ravageuses. J'ai toujours eu des très grosses colères et je pouvais m'énerver pour quelque chose que tout le monde trouvait pas très grave. Par exemple, j'en sais rien, mes parents me disaient quelque chose et un autre enfant aurait peut-être accepté ce qu'il disait et moi j'allais me mettre dans une colère folle où j'allais me rouler par terre dans un supermarché pour un truc où mes parents en fait m'avaient vexée au plus haut point. Et puis c'était mais regarde ta sœur, elle se comporte bien, tu vois, pourquoi toi tu fais t'es dramatique en fait, t'es dramatique, t'en as pas marre de faire des caisses pour rien. Je m'en suis aussi rendu compte dans les ruptures amoureuses. Voilà, les gens me disaient mais passe à autre chose. Je disais mais de quoi tu parles, passer à autre chose, c'est quoi cette histoire? Et je voyais que beaucoup de gens se remettaient d'une rupture amoureuse en, allez, peut-être 3 mois, que 3 mois, c'était quelque chose de normal, correct. Parce que moi, je pouvais être dramatiquement touchée pendant 3 ans. Pendant 3 ans, c'est possible pour moi de ne pas m'en remettre véritablement. Et cette souffrance-là, j'ai compris que c'était pas forcément le cas de tout le monde et que ça me faisait souffrir trop. Et c'est devenu en fait une sorte de revendication chez moi et une forme d'identité. Cette sensibilité, Dora la partage tous les jours sur les réseaux sociaux avec ses 57 000 abonnés. Elle a toujours été très présente sur Internet. Mais depuis qu'elle a lancé en 2018 le compte Instagram Tajoui, qui parle de sexualité féminine, elle est devenue très connue. De plus en plus d'hypersensibles se sont reconnus dans son profil, et c'est d'ailleurs sur Internet que beaucoup de personnes ayant ce tempérament se sont soudées. Finalement, elles ont créé une espèce de mouvement, alors soit par des forums sur Internet, soit par des groupes sur Facebook, soit ou sur d'autres réseaux sociaux, soit par des associations petit à petit, des regroupements d'abord informels et puis qui sont devenus des associations, pour dire mais on n'est pas ce que vous dites, on n'est pas susceptible, on n'est pas fragile, on n'est pas faible, on n'est pas caractériel, on n'est pas malade, on n'est pas anormaux, on est juste un peu différent de vous et on a tout à fait le droit d'exister comme on est dans notre société sans avoir besoin de s'excuser ou de se faire discret parce qu'on est différent des autres. Et ça, à mon avis, c'est devenu une force politique parce que dans un monde qui tend à la mécanisation, à la virtualisation, à la marchandisation de l'être humain, c'est comme si, à travers cette différence-là, il y avait un discours culturel, social et politique qui demande à respecter toutes les formes de différence. Et je pense que ça va permettre un meilleur dialogue. Malgré ce soutien d'une communauté en ligne, le quotidien peut rester compliqué pour les hypersensibles, dans un monde qui ne les valorise pas.
Et il y a un endroit en particulier au sein duquel son tempérament a représenté un frein pour Dora. Le monde professionnel. Oui, j'ai vécu des situations pas toujours évidentes où on a essayé de me désensibiliser ou que j'ai une attitude moins sensible. Donc j'ai un exemple, je travaillais dans une entreprise de presse et c'était la période du hashtag MeToo. Et avec l'équipe, on avait écrit un article, un article assez engagé qui me semblait très important à sortir pour que le média se positionne sur cette question des violences sexuelles et du féminisme. Et celui qui était mon supérieur a trouvé que c'était un article pas important, futile. Enfin, il n'en voyait pas véritablement l'utilité. Et j'ai demandé plusieurs fois dans la semaine, oui, mais est-ce que je peux le publier? Est-ce que je peux le publier? Et puis je voyais qu'il y avait une esquive totale à ce sujet-là. Et pour moi, c'était un sujet c'était un sujet émotionnel pour moi et c'était aussi un sujet émotionnel pour d'autres filles dans cette rédaction. Et le fait qu'ils refusent de sortir cet article, ça m'a fait vriller totalement. Vriller comme soi-disant on n'est pas censé vriller dans une entreprise. C'est-à-dire que j'ai eu un accrochage avec lui devant tout le monde où je me suis à la fois mis très en colère et puis j'ai fini par pleurer en fait devant lui. Devait y avoir 25 personnes autour de moi et puis je me suis mis à chialer de rage en fait. Donc oui, l'affaire est remontée jusqu'au fondateur de l'entreprise et la première réaction qu'ils ont eue c'est « Oui mais Dora elle pète un câble pour rien, Dora est hystérique ». Ce qui m'a encore plus agacée et énervée. Ce qui est compliqué dans ce genre de situation, c'est que la plupart des employeurs attendent de leurs salariés qu'ils respectent une forme de cadre. Ce qu'on appelle le cadre ne permet pas les émotions. Je pense qu'on nous a appris à retenir tout ça parce que déjà, on est dans un monde patriarcal où en fait, la sensibilité, les émotions sont considérées comme des qualités ou des défauts féminins, on va dire, même si je pense que c'est absolument pas féminin, c'est juste que les femmes ont juste un tout petit peu plus le droit d'être émotionnelles. Et encore, parce que le modèle de réussite, c'est quand même un modèle masculin. Un modèle où on est fort, on doit tenir le coup sur absolument n'importe quoi. Et aujourd'hui, pour réussir dans le monde du travail, dans le business, on dit quand même qu'il faut être relativement sans émotion. Et on est dans ce culte où les grands CEO, les grands chefs d'entreprise seraient un peu sociopathes. Ce seraient justement des gens qui arriveraient à gérer les autres par un manque d'émotion pour pouvoir réussir à atteindre le top niveau. Et on a cette idée qu'une gestion par les émotions ne peut pas exister et que ça ne peut pas être un succès et que du coup, il faut apprendre à retenir ses émotions pour que le système, comme il est actuellement, puisse fonctionner. Les gens qui nous gouvernent et qui nous dirigent ont tout intérêt, là encore, à ce que nos émotions soient le moins visibles possible. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de place pour l'émotion dans le travail, ou même dans la société, mais c'est surtout au travail d'ailleurs. Et que donc les gens viennent, arrivent au travail, font leur boulot, repartent, sont payés, pas trop, le plus souvent, et se plaignent pas. Et donc, qu'ils se débrouillent avec leurs émotions pour que, allez, d'accord, un peu d'émotion parce qu'on en parle à la radio, à la télé, dans la presse, et qu'on n'est pas non plus des robots, mais pas trop. Et donc, on demande aux gens de gérer leurs émotions comme on gérerait la chaleur dans une pièce, son portefeuille financier, et toutes sortes de choses matérielles. Et donc ça, c'est dangereux, parce que ça veut dire, vos émotions, vous allez en faire ce que vous voulez, et vous allez être une véritable machine capable de réguler vos émotions comme on vous le demandera. C'est-à-dire de vous programmer comme un ordinateur. Donc, le discours des personnes très sensibles, en tout cas même leurs revendications, leurs paroles vivantes, c'est de dire non, surtout pas, nous sommes des humains, pas des machines, nous sommes des êtres vivants, pas des ordinateurs, nous vivons. Et en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, nous ressentons. Et ce que nous ressentons est bon, parce que chaque chose que nous ressentons est une information importante sur ce que nous sommes en train de vivre. Et notamment les émotions. Les émotions sont toutes bonnes. Selon Saverio Tomasella, les personnes hypersensibles ne sont donc pas le problème. La sensibilité élevée n'est pas une maladie, n'est pas une anomalie, n'est pas un problème, c'est juste un tempérament.
Ce sont donc les autres, selon lui, dont je fais partie, qui au fur et à mesure des différentes révolutions industrielles et maintenant des révolutions technologiques et de virtualisation, sont devenus moins sensibles pour s'adapter à l'évolution de la société. Donc c'est très important de bien considérer que les personnes sensibles et hautement sensibles sont des personnes qui sont très humaines, qui ont fait ce choix probablement, même si c'est un choix inconscient, de rester humaines coûte que coûte, de ne pas céder sur leur désir justement d'être humaine, de ne pas s'adapter trop à la société, de ne pas renoncer à leur âme, on va dire, ou à leur cœur, et qui donc se trouvent en décalage avec une majorité de personnes qui sont hyposensibles parce qu'elles ont choisi, pour s'adapter à la société et à la technologie, de devenir hyposensibles. Et donc, ces personnes moins sensibles semblent plus dures, elles semblent plus fortes, elles semblent plus capables d'encaisser les coups, mais en fait, ce sont des personnes qui sont malades, ce sont elles qui sont anormales. Du coup, selon cette théorie, je fais un peu partie de ces gens malades. En tout cas, je n'ai pas le sentiment d'avoir à m'adapter constamment en transformant mes attitudes ou mes activités pour coller au monde dans lequel on vit. Alors que c'est le cas de Dora ou d'Audrey. D'ailleurs, pour vivre tranquillement leur sensibilité, toutes les deux ont choisi de faire une croix sur le rythme de travail rigide et sur l'ambiance pour elles pesante des entreprises traditionnelles. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je travaille en tant que freelance, donc je suis ma propre patronne et j'écris des livres, je produis des documentaires, enfin je fais pas mal de trucs à droite à gauche et c'est aujourd'hui plus simple pour moi parce que déjà je suis relativement privilégiée dans le sens où je choisis avec qui je veux travailler et je travaille avec des gens qui ont une sensibilité qui me convient. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont comprendre aussi mes réactions. C'est même des gens qui vont trouver ça cool, mon hypersensibilité, qui vont trouver que c'est utile dans le métier que je fais. Et le fait d'être hypersensible, ça fait que je suis quelqu'un d'assez créatif aussi. Et du coup, ça me permet de faire un mois, je fais un truc, l'autre mois, je fais un autre truc. Et puis, ça me permet de laisser... En fait, ça me permet de vivre mes émotions, tout simplement. C'est-à-dire que mes émotions me dictent que là, j'ai plutôt envie d'écrire en ce moment. Et puis, il y a des moments où je vais plus avoir envie de faire de la vidéo. Et puis, il y a des moments aussi où j'ai juste pas du tout envie de travailler. J'ai envie de rester à pleurer dans mon lit pendant 3 jours de suite. Et je vais le faire, en fait. À 10h du matin, j'ai envie d'aller me promener, de regarder des fleurs. Et ça m'émeut de regarder des fleurs. Je suis pas obligée d'être au travail. Il y a un métier qui échappe au cadre de l'entreprise traditionnelle et qui est aussi associé aux émotions fortes, le métier d'acteur. Je me suis demandé si dans cette profession, il y avait plus d'hypersensibles qu'ailleurs, et si c'était pour eux un lieu d'apprentissage de la maîtrise de leurs émotions. Si je devais définir l'artiste, je le définirais comme quelqu'une, dont la sensibilité est développée de telle façon qu'il perçoit dans la réalité des choses, entre guillemets, que le commun des mortels ne perçoit pas. Voilà. C'est ce qui fait qu'il est retranché, qu'il n'est pas comme tout le monde, qu'il choisit aussi de fait, ou qu'il se retrouve de fait à mener une activité ou à choisir un métier qu'il met un peu à part. Philippe Duclos est acteur. Très présent au théâtre, il a pourtant été connu du grand public grâce à la télévision, dans la série à succès de Canal+, Engrenage. Dedans, il interprète le personnage du juge François Roban. Je crois que c'est un sentiment de liberté, en fait, le fait d'être acteur. C'est un sentiment de liberté. Mon père était artiste. Il était artiste de musical, lui. Et s'il avait choisi d'être artiste, c'était pour des raisons aussi impures, je dirais. Vous voyez, impures au sens où c'est pas des raisons purement artistiques, mais c'était le mode de vie. C'était le mode de vie. C'était se coucher tard, c'était se lever tard aussi. C'est avoir une vie qui était en décalage par rapport à la vie moyenne des gens, aux normes, si vous voulez. Je pense que si j'ai eu envie d'être acteur au départ, c'est uniquement ça. C'est le mode de vie, je dirais. C'est la façon de vivre. Par exemple, quand je travaille un rôle au cinéma, quand je prépare, moi je prépare beaucoup, donc ça me prend beaucoup de temps. Alors mettons, si je prends
rebond ou autre, je travaille beaucoup, donc je vais travailler pendant un mois, mettons. Je suis à ce compte-là, je suis très libre de mes horaires. C'est-à-dire que je peux travailler toute la journée si je veux, je peux travailler la nuit si je veux, je peux me lever à n'importe quelle heure de la nuit pour travailler ou pas, ou me dire aujourd'hui je travaille pas, parce que j'imagine, vous travaillez dans un bureau, dans une entreprise, vous pouvez pas dire d'un seul coup à 2 heures, ah ben non, tiens, je crois qu'aujourd'hui ça va, je reviens demain. Je pense que ça peut pas se passer comme ça, quoi. J'ai donc demandé à Philippe Duclos si c'était un avantage de tout ressentir très fort quand on est comédien pour s'en servir dans son jeu. Justement, alors là, on entre dans la catégorie très spéciale de l'acteur, c'est-à-dire que le développement des émotions va de pair avec la mise à distance des émotions. Ça, c'est alors vraiment absolument la base de l'acteur. Là-dessus, le fameux paradoxe sur le comédien n'a pas été dépassé. De Diderot. Diderot s'étonne une grande actrice donc, de son temps, qu'il connaît, de la capacité qu'elle a à laisser surgir des émotions, c'est-à-dire il voit la couleur de sa peau, du visage rougir, pâlir, des pleurs qui coulent, et en même temps, elle garde la tête froide. Après avoir joué? En même temps. En même temps. C'est ça le fameux paradoxe. C'est-à-dire que Diderot s'interroge là-dessus. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette faculté de pouvoir à la fois vivre, pleurer, crier, et en même temps garder la tête froide, c'est-à-dire se dire « Ah non, peut-être là j'aurais pu aller plus loin ou moins loin, ou là il aurait fallu que je tourne la tête plutôt de tel côté, ou là il aurait fallu que je marche un petit peu plus vite ou un petit peu plus lentement. » Bon. Qu'est-ce que c'est que cette faculté ? C'est une faculté de l'acteur. Si on pouvait ouvrir et dérouler tout le paysage mental, je dirais, de l'acteur quand il joue, bah, je pense qu'on découvrirait ça, qu'il y a des moments effectivement où il perd complètement de vue qui il est, c'est-à-dire où il a acquis une espèce de spontanéité qui devient celle du personnage et où il ne dirige plus rien, vous voyez. Et puis des moments où il se reprend et où c'est lui qui dirige. Voilà, je crois que c'est ce jeu-là, en fait, qui est vraiment le travail de l'acteur. Et le métier, c'est-à-dire le travail de l'acteur, commence là. C'est là, si vous voulez, qu'il y a une technique qui se met en place. C'est là qu'il y a quelque chose de très singulier et qui va vous différencier, moi qui suis acteur, de vous qui ne l'êtes pas. Maintenant, en ce qui concerne l'émotion, je pense par exemple, la colère, que voilà, l'émotion typique. Dans la dernière saison, justement, il y avait une scène que j'aime bien d'ailleurs, où Rebond se met vraiment très, très, très en colère, là. Mais qui dirige cette enquête? Vous? Beckrich? Non, c'est moi! Je suis encore sous instruction! Et je suis pas encore au but! Tout ça se fait, mais pas complètement à l'état instinctif, naturel. Les acteurs sont quand même, comme on dit, c'est des faussaires. Hein. C'est des faussaires, c'est-à-dire c'est des fourbes, c'est des filous. Je veux dire que mon émotion, certes, je mets quelque chose de vrai au moment où je me mets en colère, parce que si je mets pas quelque chose de ma vraie colère à moi, le spectateur y croira pas. Bon, ça c'est clair. Maintenant, c'est très calculé, c'est très canalisé. Je sais où je vais chercher mon émotion. Ça peut être un souvenir de sa vie, quand on était enfant. Il y a des choses quand même dans mon esprit qui sont localisées, qui font que c'est pas tout à fait comme quand on se met en colère dans la vie, où tout d'un coup, on est, alors là, comme on dit, submergé par quelque chose. Il y a quelque chose qui reste localisé, si je puis dire. Et donc, je crois que c'est ça qui permet aussi à l'acteur, une fois que c'est fini, hop, de quitter cet endroit-là, et du coup, l'émotion retombe naturellement. Contrairement à ce que je pensais, selon Philippe Duclos, le métier d'acteur n'est donc pas, comme je l'imaginais, l'exutoire parfait pour les hypersensibles. Car cette profession demande une très grande maîtrise de ses émotions. Pour appuyer cette idée, Philippe Duclos poursuit avec un autre exemple de la thèse de Diderot, le paradoxe sur le comédien. Dans cet essai, le philosophe français parle donc des acteurs au théâtre, et il y évoque la présence de personnes qu'on pourrait aujourd'hui considérer comme hypersensibles. Et alors, il en tire cette loi, qui est intéressante, mais qui n'est pas fausse. Il dit, là, je ne sais plus comment s'appelait la grande actrice de l'époque, donc elle avait cette faculté incroyable de pouvoir pleurer, rire, etc. Et puis en même temps de garder la tête froide. Et puis il dit, je connais tel autre acteur qui, alors lui, a une faculté d'émotion extraordinaire, à tel point qu'on est subjugué. Faculté vraiment de se laisser dépasser par ses émotions sans distance. Et il dit, mais le problème avec cet acteur-là, c'est qu'il est inégal. Parce qu'il n'est pas capable de refaire. Il n'est pas capable de refaire 2 fois de suite la même chose.
Il m'est arrivé aussi de faire du théâtre ou d'assister à des séances de théâtre avec des amateurs, par exemple. J'ai même travaillé, je me souviens, il y a très très longtemps. Alors, j'avais fugitivement travaillé dans un hôpital psychiatrique. Ça m'intéressait beaucoup. Donc, des gens qui jouaient des personnages une fois. Et il se passait des choses absolument fabuleuses. Ils trouvaient le ton juste, ils vivaient très bien les situations. Seulement, c'est de répéter, c'est ça la difficulté. Et le métier, c'est-à-dire le travail de l'acteur, commence là. C'est-à-dire comment refaire. Bon c'est loupé. J'espérais pouvoir dire aux hypersensibles que la clé d'une certaine maîtrise de leurs émotions pouvait s'apprendre aux côtés des acteurs, mais ce ne sera donc pas le cas. J'ai donc parlé à Hélène, qui est psychologue et hypersensible assumée. Depuis qu'elle a mis le doigt sur son hypersensibilité, qu'elle accepte désormais fièrement, elle a aussi réfléchi à de petits outils à mettre en place pour ne pas se laisser submerger par ce sentiment et ne pas en devenir prisonnière. J'ai trouvé le mot apprivoiser que j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça me permet de l'imaginer comme un petit animal, c'est-à-dire comme un petit chat sauvage ou comme le petit renard du Petit Prince, quelque chose de plus mignon et que je dois apprivoiser, avec qui je dois apprendre à vivre. Et c'est comment mieux vivre cette hypersensibilité parce qu'en fait, il y a des très bons côtés. Un jour, je peux me lever, le monde est rasé. Et le lendemain, ça sera magnifique ou dans la journée, ça ira mieux. Mais il y a des passages comme ça qui sont extrêmement violents, extrêmement intenses. Et c'est ceux-là qui font que souvent, pour les gens, l'hypersensibilité est vécue comme un fardeau. Et c'est là-dessus qu'il faut réussir à travailler et à apprivoiser l'hypersensibilité. Pas pour les bons côtés, bien sûr, parce que c'est génial. Mais pour les plus difficiles, c'est là qu'il faut mettre en place des choses pour réussir à mieux les vivre, en fait. Pour moi, la première clé essentielle, c'est de désamorcer l'émotion quand elle arrive. C'est-à-dire, par exemple, une forte émotion de tristesse ou d'anxiété. Il faut parler. Absolument évacuer l'émotion. Et il faut que le sujet hypersensible trouve une personne de confiance, comme il n'a pas souvent l'occasion d'être à 100% lui-même, de peur d'être rejeté, de ne pas être compris. Il faut qu'il ait dans son entourage une ou plusieurs personnes ressources, des abris émotionnels, j'ai envie de dire, pour pouvoir parler et ne pas se sentir jugé. Être lui-même dans une écoute bienveillante, avec une personne qui va la comprendre, qui va l'épauler et qui saura comment il fonctionne. Et surtout, en parler jusqu'à ce que ça puisse s'apaiser, pleurer s'il le faut. On pense que si on dit rien, ça finira par passer. C'est complètement faux. Ça va s'entasser, ça va pas s'évaporer dans l'air, ça va rester, l'inconscient va être marqué et ça va être de pire en pire parce que ça va s'accumuler. Parler quand ses émotions la submergent, c'est justement ce que fait tous les jours Dora sur les réseaux sociaux, quand elle se filme et qu'elle envoie ses vidéos à des milliers d'anonymes. Sur mon compte perso, je fais énormément de stories. En fait, les stories, c'est des petites vidéos que je fais en direct et que je poste immédiatement. Et j'ai tellement d'émotions et de questionnements qui m'arrivent à longueur de temps que moi, j'ai besoin de les relâcher, j'ai besoin de les partager. Sinon, il me faudrait un psy H24 à qui je peux envoyer des messages ou des vidéos, des textos. Donc en fait, ma communauté aujourd'hui, c'est un peu... tout le monde est un peu mon thérapeute, on va dire. Et moi, je partage mes émotions un peu tout le temps. Je pleure souvent dans mes stories, je hurle, je m'énerve. En fait, c'est vraiment tout mon monde émotionnel. En fait, je le partage comme un livre ouvert à n'importe quel moment de la nuit ou de la journée. Je sais que ça peut choquer beaucoup de gens qui se disent mais pourquoi elle partage ça? Mais c'est indécent. Pourquoi elle partage son intimité comme ça? Mais moi, je pense que l'intimité, c'est ce qui rassemble, en fait. Que l'intimité, c'est le lien, en fait. C'est vraiment ça qui fait qu'on est tous humains. Et c'est ces moments de craquage, ces moments de colère, ces moments d'émerveillement aussi. Et moi, ça canalise mon hypersensibilité. Mais je me suis demandé si ce serait vraiment possible de vivre dans une société dans laquelle tout le monde montrerait ses sentiments, dans laquelle tout le monde s'autoriserait à être en colère, à pleurer en public, à être dans une sensibilité très aiguë au quotidien. Saverio Tomasella m'a aidé à trouver des éléments de réponse à cette question qui m'a accompagnée pendant toute la réalisation de cet épisode. Est-ce qu'il ne faut pas quand même un peu réfréner ses émotions pour pouvoir vivre en collectivité ?
Effectivement, le discours réactionnaire, le discours des gens de pouvoir pourrait être qu'effectivement, si on exprime trop nos émotions, ça va être le chaos. Mais ce n'est qu'un discours, c'est un discours de propagande pour faire peur, alors qu'on voit très bien dans les cultures de personnes qui expriment plus leurs émotions, ou dans les familles dans lesquelles l'expression des émotions est complètement libre, on voit bien que ça se régule tout seul très rapidement. Bien sûr, il y a des gens qui vont parler un peu plus fort que d'autres. Bien sûr, dans ces familles-là, je prends l'exemple des familles, mais ça existe dans des communautés ou dans des cultures, dans ces familles-là, les enfants comme les adultes vont rire, pleurer, se mettre en colère, dire qu'ils ont peur, ou qu'ils sont gênés, qu'ils ont honte, etc., ou qu'il y a quelque chose qui les motive ou qui les démotive. Ils vont tout de suite exprimer ce qui se passe, et les autres sont habitués, puisque chacun le fait. Et en fait, ça passe très très vite, et ça donne des groupes extrêmement vivants et en bonne santé. Toutes nos émotions sont bonnes. Pourquoi ? Parce que chaque émotion vient m'apporter un message, une information dont j'ai besoin pour comprendre ce qui se passe pour moi dans telle situation et dans telle relation. Et là, j'en viens à la bonne façon de faire avec mes émotions, puisque chaque émotion est bonne pour moi, puisque chaque émotion est une messagère qui me veut du bien, je vais prendre le temps de l'accueillir pour comprendre cette information sur ce que je suis en train de vivre, moi, dans mon corps, avec telle personne ou tel groupe, ou dans telle situation de travail ou de vie familiale ou de vie amicale ou amoureuse. Et aujourd'hui, on sait par des études sur le cerveau que notre cerveau met 3 minutes seulement, maximum 2 à 3 minutes, pour traiter une émotion. L'émotion, c'est un ensemble d'informations physiques, et le cerveau n'a pas besoin de plus de 2 à 3 minutes. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'on soit dans les transports, à moins qu'il y ait une urgence, mais qu'on soit dans les transports, chez soi ou au travail, on peut bien prendre 2 minutes, souffler, boire un peu d'eau, voir comment l'émotion évolue, et l'émotion va nous donner son information et après elle s'en va. Alors que si je gère mes émotions, alors que si je veux canaliser mes émotions, alors que si je veux brider ou je ne sais trop quoi faire ou ne pas les montrer ou faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de la nature, eh bien oui, elles vont s'accumuler. Ça va devenir une confusion, un tintamarre d'émotions à l'intérieur de moi. Et oui, ça risque d'exploser, soit dans les transports parce que j'en ai marre d'attendre, soit contre un membre de ma famille pour une broutille parce que j'en peux plus de cette journée où j'ai dû accumuler mes émotions. Et là, ça devient difficile. Et là, ça peut même devenir problématique, rendre les gens violents, etc. Donc, la santé et le bon sens et la vie, c'est vraiment d'accueillir une par une chacune de nos émotions. Et c'est aussi simple que ça. Et pour Saverio Tomasella, l'enjeu est si important qu'il espère et qu'il appelle de ses vœux une véritable révolution sensible. Et maintenant, je parle de révolution sensible, pas moins, une révolution sensible dans laquelle ce sont les personnes sensibles qui vont non pas prendre le pouvoir parce que ça se jouera pas au niveau du pouvoir, mais qui vont faire tache d'huile, qui vont montrer de quelle façon c'est plus agréable d'aimer, de vivre, de travailler, de se reposer, de créer en étant sensible, et que ça va donner tellement envie aux autres que finalement, la partie hyposensible de la société, en tout cas une bonne partie de cette société hyposensible, va chercher à se resensibiliser, va chercher à retrouver ce qui finalement est le fondement de tout humain, qui est la sensibilité, dans le partage avec les autres, et pour que la planète se développe de la bonne façon. Et ça, à mon avis, c'est devenu une force politique, parce que dans un monde qui tend à la mécanisation, à la virtualisation, à la marchandisation de l'être humain, le fait que des personnes très sensibles ou hautement sensibles se regroupent et disent « nous sommes différents certes, mais nous sommes aussi valables que vous, aussi respectables, et nous allons faire notre place dans la société », pour moi, c'est vraiment très bon signe. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter @émotionpodcast, émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur l'hypersensibilité ou encore tout un tas de livres sur tout un tas d'autres émotions. Maëlle Diallo, Hortense Chauvin et Wendy Lenéon ont participé à la conception de l'épisode. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef et à la production. Jean-Baptiste Aubonnet, Olivier Baudin et Nicolas Vert ont assuré la réalisation, la création sonore, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas De Gélis a composé la musique et Jean Mallard a fait l'illustration.
Merci évidemment à tous nos interlocuteurs et à toutes nos interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps. Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. Émotion, c'est un lundi sur 2, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si ça vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. À très vite.